imaginer comme une forme de cercle, et vous voyez que dans le cercle, qui est le système lui-même, eh bien, il y a très peu de personnes. Beaucoup d'acteurs importants du système sont soit à la marge, soit partiellement intégrés à ce système. Ça veut dire qu'il y a un sérieux travail de ramener tous ces acteurs dans le cercle. Une fois qu'ils sont dans le cercle, nous avons un système qui fonctionne. Mais là, une bonne partie sont à l'extérieur. Même l'université n'a qu'un seul pied dans le système. Elle est en dedans. Vous voyez que c'est pas facile. Et puis voilà. Et même lorsqu'on parle de financement, parce que la guerre, c'est d'abord trouver le financement. Hein. Beaucoup de gens ont beaucoup d'idées, mais s'il n'y a pas de financement, il est difficile. Vous voyez un système ici intégré de financement complet qui permet à l'innovation d'avoir lieu. Alors comme vous voyez, il y a 7 mécanismes de financement dans ce système ici, qui est du Nord, bien entendu, et qui le rend soutenable, sustainable. Parce que la soutenabilité, la durabilité, c'est aussi la durabilité du financement. C'est ça qui lui permet de... Donc, il y a les fonds publics, il y a les fonds privés, il y a le crowdfunding, les financements en vente, les seed funding, le capital risque, il y a... et puis il y a les aides, toutes les aides locales qui sont fournies par les collectivités locales territoriales, comme les taxes, comme les subventions locales, comme les systèmes d'incitation. Donc en plus des financements locaux, il y a les financements de l'État. Vous voyez comment l'entreprise se trouve soutenue sérieusement, je dis 7, mais beaucoup plus de mécanismes de fonctionnement dans certains pays comme le modèle allemand. Et bien entendu tout ça. Si on voit ça, la réalité de ce côté-ci, globalement c'est le financement public qui a toujours été à la base de la recherche. Et marginalement un peu de financement privé, mais vraiment marginal, qui ne dépasse pas les 10%, et vous corrigez si... et tout le reste, tous les aides locales, etc., sont faibles, quasi. Donc leçon à tirer, c'est un système, à l'heure actuelle, qui n'est pas en mesure de faire atteindre cette région les cibles qui ont été fixées par le développement durable. Ça, c'est un constat, parce qu'il est fragmenté, non coordonné. On dit qu'il est balbutiant, en construction, inexistant. Tout ça, c'est de la littérature que je ne vais pas citer, hein. Mais c'est dans les articles que vous trouverez sur le net, où je développe tout cela. Il suffit d'aller sur notre site, sur notre site personnel. Donc, on est dans un système. Alors, qu'est-ce qu'on reste les bras croisés? On a dit non, essayons de trouver un autre moyen, un raccourci, pour peut-être arriver à relever le défi, ne serait-ce que partiel. Et c'est là que nous avons pensé à descendre au niveau méso-économique et à se dire, examinons ce qui se passe sur les territoires. Et en fait, j'ai changé mon intervention après avoir parlé aux collègues ici pour dire, bon, il faut, ça devient intéressant parce que nous parlons quand même d'un territoire qui est celui de Ndouba et que peut-être c'est ça qui intéresse finalement nos amis. C'est comment pouvoir rebondir d'une manière qualitative à partir de cette question. Alors, les systèmes territoriaux d'innovation, donc c'est sur cela que j'ai axé ensuite ma réflexion, comme alternative aussi. Bien, toute la littérature le dit, ce sont des écosystèmes avec des interreliés, des pôles de recherche et développement, des institutions de formation et des entreprises de production innovantes dynamiques. Il y a aussi un ensemble d'institutions qui doivent être actives dans ce système territorialisé, des institutions pour la gouvernance, le programme d'action, des réseaux formels et informels. C'est très important pour le processus d'innovation au niveau des territoires. Des processus de transfert de connaissances par des sociétés, conseils, par des incubateurs, par un ensemble d'institutions, et en plus des entreprises, qu'elles soient grandes, petites ou multinationales, bien sûr, et des institutions de production de connaissances qui sont l'enseignement supérieur, et les centres de recherche. Donc tout cela, il ne faut pas que ce soit simplement d'institutions qui vivent dans le voisinage ou qui sont, et des aspects qui sont très importants. La gouvernance locale, on a trouvé qu'elle était importante comme système territorialisé. Le capital social, très important, parce qu'on veut faire de l'innovation au plan territorial. Des règles et des institutions informelles, informalité à son rôle.
des réseaux sociaux et une capacité de construction des compétences, c'est-à-dire des centres de formation. Simplement, tout cela doit être interrelié et en interactivité en permanence pour que le territoire puisse devenir territoire innovant. Nous sommes allés sur le terrain, nous avons regardé ce qui se fait. Alors, on a pris l'exemple italien, mais il y a d'autres. Vous voyez un système d'innovation performant en Italie, un jeu multi-acteurs qui est effectivement sur des productions d'agroalimentaire, exportateur, compétitif et bien sûr durable. Et vous voyez que à travers ce travail qu'on a fait avec les collègues de l'Union européenne d'ailleurs, eh bien, on s'est aperçu qu'il y a ce qu'on appelle des institutions intermédiaires. Quelles sont ces institutions intermédiaires? C'est des facilitateurs, les associations et groupements professionnels. Ils ont joué un rôle fondamental dans cette dynamique. D'autres acteurs, eh bien, les syndicats de producteurs agricoles, les syndicats agroalimentaires ont été aussi très actifs dans ce processus d'innovation territorialisée. La municipalité et les provinces, et puis également les régions. Vous voyez que ce n'est pas simplement que des producteurs qui se sont organisés, c'est un ensemble d'institutions dans l'environnement local qui ont permis à ce processus de réellement se concrétiser. Ça, ce sont des modèles, bien sûr, dont on peut s'inspirer, et chacun l'adapte en fonction de dispositifs ou des dispositifs institutionnels qui sont locaux. On a regardé ensuite au Maghreb, on est allé examiner ce qui se fait au Maroc, un secteur aussi assez performant, innovant et compétitif, celui de l'agroalimentaire dans la région d'Agadir. Je pense que les gens ici connaissent. Bien, là aussi, on a constaté que les institutions intermédiaires ont joué un rôle très important, en plus des producteurs, qui se sont évidemment affiliés dans des champs de l'agriculture, les syndicats, les instituts de formation, les associations, les structures d'information et de formation. Tout ça sont collectivisés, c'est-à-dire qu'on échange des services, on échange, évidemment, on est dans une approche collective de l'innovation. Et puis, surtout, ce qui a été intéressant, c'est d'avoir ces conseils coopératifs pour l'exportation. Et qui dit exportation dit la preuve qu'il y a eu une capacité d'innovation, exporter l'agroalimentaire en Europe, avec les barrières que l'on connaît de la communauté de la PC, comme on dit, les barrières sur la protection de l'agriculture, c'est pas aisé. Ils se sont constitués en board d'exportation. Et les boards, c'est quoi? Ce sont des conseils formés volontairement par des producteurs, des espaces d'apprentissage. On y trouve quoi? On y trouve des connaissances, des flux de connaissances. On y trouve des relations sociales formelles. On y retrouve le processus de construction de la confiance et pouvoir de négociation et capacité de coordination. 7 minutes, mais le président, il n'a rien. L'autre pôle qu'on a examiné, c'est le pôle électronique et éthique en Algérie, région de Golfe-Esthétique, aussi pôle compétitif, exportateur, Hondaras et Afrique, début d'exportation. Et là aussi, on a fait des études et on a constaté qu'il y a des conditions que ce STI, ce système territorialisé d'innovation, a rempli. D'abord, il y avait une culture déjà précédente. C'était la culture du commerce. Parce qu'au début, c'était tous les commerçants. Importer, exporter, importer et vendre. Voilà. Mais avec le temps, il y a eu des mutations. Des mutations de la culture industrielle vers la culture entrepreneuriale. Parce que, évidemment, les gens, avec le cycle de Vernon, ceux qui connaissent un peu, avec le temps, évidemment, il y a eu des capitaux qui se sont formés. Les gens se sont dit, bon, pourquoi pas s'intégrer pour intégrer l'entreprise d'investissement. L'existence d'un marché, c'est le même d'ailleurs qui a été converti. Le rôle d'appui, mais n'a pas été fondamental. Quand les gens disent que les collectivités territoriales ne nous aident pas, donc on ne fait rien. Non, dans deux cas de figure, les collectivités territoriales n'ont pas un jour joué un rôle fondamental. Elles étaient là, comme appui. Ne serait-ce que donner l'assiette foncière. Vous voulez vous investir, vous passez par le Wali, le préfet ou le maire, ou le cas. Mais pas plus. Et ça, c'est une différence, parce que dans le modèle italien, elles ont été très proactives et ont permis à, j'ai parlé d'un seul cluster, mais
d'un seul STI, mais il y a des plus de ce type. Je n'ai pas le temps de tous les exposer, on a fait même une typologie des formes, ça c'est le prochain papier. Tout ça est publié, je vous signale, sur notre réseau et sur notre website. Et évidemment, des institutions de formation et de recherche là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a déduit? Eh bien, on a déduit que ces STI existent. Ils existent ailleurs, mais existent ici, doivent être encouragés et doivent être, les faire émerger dans des régions où ils n'existent pas. C'est ça l'objectif. Et on a vu qu'on les a divisés en deux modes. Il y a un mode d'émergence programmé, c'est l'État qui décide. Il vous affecte un pôle technologique, il vous affecte l'incubateur, ça c'est des programmes. Mais si l'État ne fait pas cela, eh bien l'autre mode est le mode d'émergence spontanée. Et c'est ce mode d'émergence spontanée où les gens prennent des initiatives collectives avec tous les acteurs que nous avons cités, qui peuvent être mobilisables sur des formes d'organisation diverses, qui sont peut-être une perspective à examiner pour la région ici, de Louga, sur laquelle je pense qu'il y a une position unie. Évidemment, tout cela, on les a appelés des modes d'initiative décentralisés ou déconnectés. Le papier est beaucoup plus riche que ça. Les latino-américains ont fait un travail plus conséquent que nous, ce sont des collègues. Ils ont montré que, en fait, c'est un système beaucoup plus complexe. Je n'aurai pas le temps de le montrer ici. Tout cela, alors qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si nous voulons relever le défi des objectifs de développement durable, eh bien, il faudrait penser à un système d'innovation territorialisé pour le développement durable. Et pour ça, eh bien, il y a des suggestions qui sont faites. D'abord, un partenariat public-privé très important, parce que le privé seul ne peut pas, le public seul ne peut pas. Donc ça, c'est le PPP, avec les mutations, avec les choix des modèles, avec les modèles financiers, avec les partenariats, avec les modes de gouvernance, mais aussi faire élaborer un système territorialisé, plus approprié, plus indiqué dans les pays du Sud. Ça résulte aussi d'études qui ont été faites au Sud. Alors qu'est-ce qu'on voit émerger dans ce? Il y a d'autres acteurs. Eh bien, la société civile, les CSO, les organisations de la société civile sont partie prenante importante de ce système territorialisé, alors qu'elles étaient marginales. Donc, tout ce qui est l'association de consommateurs, par exemple. Les consommateurs sont des acteurs à part entière de ce système territorialisé. Mais il y a également les donneurs, les pays du Sud, ceux qui sont les bailleurs de fonds, bailleurs de fonds, bien entendu. Et en tout cas, il y a 7 sphères qui peuvent jouer un rôle fondamental. La sphère de la recherche, la sphère de l'industrie, la sphère de la finance avec tout ce qu'on avait, crowdfunding, microfinance, etc. La sphère des organisations internationales, il ne faut pas les négliger parce qu'elles apportent aussi un savoir-faire et une discipline dans la conduite de projet. Et puis, évidemment, je disais, les sociétés civiles, les donneurs, la sphère du gouvernement. Et tout cela, impliquer toutes les parties prenantes, ne pas se contenter de notre activité traditionnelle. On dit, mais nous avons de l'agriculture, dans l'élevage. Non, il y a aussi l'attractivité construite. Comment peut-on construire une attractivité, valeur ajoutée, à partir de l'innovation? Ça veut dire qu'il y a possibilité de faire interagir les acteurs pour créer des